Bonjour à tous. Merci au groupe AFF-ASFD de m'avoir confié cette mission de répondre à la question « Quels sont les patients diabétiques à risque de progression de la MASLD ?» Voici mes liens d'intérêt. Donc, comme vous le savez tous, la nomenclature de la NAFLD a changé en juin 2023, où les experts se sont réunis et ils ont décidé que la nomenclature NAFLD posait des problèmes. Premièrement, il n'identifiait pas l'impact multisystémique de la maladie, ne réflectait pas avec précision l'étiologie de la maladie, c'est-à-dire sans alcool, et c'était une nomenclature potentiellement stigmatisante parce qu'il y avait à l'intérieur le mot alcool. Alors, à partir de juin 2023, on parle de MASLD pour Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, qui se définit par la présence d'une stéatose plus au moins un des facteurs de risque cardiovasculaire parmi le surpoids ou l'obésité, les anomalies du bilan glycémique, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. À partir de cette nouvelle nomenclature, on est passé à une nouvelle classification de la maladie stéatosée du foie. Donc, vous voyez tout à votre gauche la MASLD pure, sans consommation d'alcool. Ensuite, on a identifié les méta-LD, c'est des patients qui ont des facteurs de risque métabolique, mais qui ont aussi une consommation d'alcool, de plus en plus à risque. Ensuite, on a la maladie stéatosique liée à des troubles de l'usage de l'alcool et des maladies plus rares comme les maladies toxiques ou monogéniques ainsi que les stéatoses cryptogéniques. Et même si dans un monde idéal, nous on aimerait bien le diabète confiné à la première partie, donc tout à votre gauche de la slide, donc de la MASLD, en vrai le diabète peut intéresser tous les patients que vous voyez détaillés dans cette diapo. Et que le diabète soit un facteur de risque de progression de la maladie hépatique, c'est quelque chose qui est très connu, bien décrit d'un point de vue physiopathologique. Ils vont m'excuser les gens qui font du translationnel, je vais très simplifier la partie physiopathologique. Donc, quand il y a un diabète de type 2, on dit qu'il y a une glucolipotoxicité. Au niveau intestinal, un régime riche en graisse et en calories induit une dysbiose intestinale, donc une augmentation de la perméabilité intestinale et une augmentation de la translocation des endotoxines, de l'éthanol et aussi des bactéries toxiques au niveau du foie. Et de l'autre côté, on a une augmentation, un dysfonctionnement du tissu adipeux périphérique qui devient insulinorésistante avec la libération de cytokines pro-inflammatoires, d'acides gras non estérifiés qui arrivent au niveau du foie. Ça comporte une accumulation des triglycérides et d'espèces toxiques lipidiques qui induisent une stress du réticulum endoplasmique et un stress oxydant. Tout ça, ça va entretenir une inflammation chronique, l'activation des cellules étoilées et une fibrose progressive. Et en clinique, ça s'est traduit en une augmentation, un risque accru de patients diabétiques de développer une fibrose évoluée. Dans cette étude prospective multicentrique américaine, 450 patients adultes ont été inclus, plus de la moitié étaient des femmes, et ils avaient une MASLD avec des biopsies hépatiques appariées à plus d'un an d'intervalle. Et le critère de jugement principal était l'augmentation d'au moins 1 degré de fibrose entre les deux biopsies. Et comme vous pouvez le voir clairement dans ces courbes, le diabète de type 2 est un facteur de risque indépendant de progression de la maladie du foie et de la fibrose. Et si ça c'est vrai pour la maladie métabolique du foie, c'est vrai aussi pour d'autres hépatopathies chroniques comme la maladie hépatique associée à des troubles de l'usage de l'alcool. Dans cette étude prospective multicentrique danoise, 325 patients ont été inclus. Un quart des patients avaient une fibrose sévère et une cirrhose. Et comme vous pouvez le voir, les anomalies du métabolisme glycémique, qui ici sont représentées par un index supérieur à 2,5, sont les principaux facteurs de risque indépendants des progressions de la fibrose hépatique. Et pourquoi nous, les hépatologues, on a une espèce de fixation avec la fibrose hépatique? Parce que ça a été démontré, très bien démontré dans la littérature, que la fibrose est les facteurs pronostiques les plus importants
pour les patients atteints de MASLD. Dans cette méta-analyse portant sur 14 articles et plus de 17 000 patients atteints de MASLD, le risque de mortalité, toutes causes confondues, et la mortalité liée au foie augmente de façon considérable avec la fibrose. Vous voyez que la ligne rouge, qui représente la fibrose F4 ou la cirrhose, se détache très bien de la fibrose F2, F3, la ligne jaune et orange, et bien sûr, les trois sont bien détachés de la fibrose F0. Et le diabète n'est pas seulement un facteur de risque de fibrose hépatique, mais aussi de carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints de MASLD. Dans cette méta-analyse de 6 corps américaines au Japon et en Turquie entre 2007 et 2021, 2016 sujets ont été inclus. 736 diabétiques et 1280 contrôles qui avaient une élastographie par IRM. Et le risque de CHC, comme vous pouvez le voir, était plus élevé chez les patients diabétiques, 3,7% versus 0,4% des patients qui n'avaient pas de diabète. Et le diabète de type 2 était un prédicteur indépendant du développement du carcinome hépatocellulaire. Et cette liaison dangereuse, elle est bilatérale parce que les patients diabétiques qui ont une NAFLD ou une MASLD se comportent vraiment très différemment par rapport aux événements hépatiques des patients diabétiques qui n'ont pas de MASLD. Dans cette étude transversale sur les données initiales de la cohorte Constance entre 2012 et 2018, 4800 patients ont été suivis pendant 2,5 années et on a enregistré 402 événements hépatiques, dont 92 carcinomes hépatocellulaires. Et vous voyez que la ligne rouge, représentant les patients diabétiques qui ont une MASLD, se comporte en termes d'événements hépatiques complètement différemment par rapport aux patients diabétiques qui n'ont pas de MASLD et bien sûr aux patients non diabétiques. Et quand on a exploré les facteurs de risque indépendants des progressions de la maladie hépatique et des mortalités, vous voyez que ça ressort toujours la fibrose hépatique. Donc, dans la troisième colonne, les patients MASLD avec fibrose avancée, ils ont un risque accru d'événements hépatiques, 5,4 Lazar ratio ajusté, d'événements cardiovasculaires et des mortalités. Alors, jusqu'ici, on a dit que les patients diabétiques sont à risque d'avoir une maladie évoluée hépatique. Est-ce que tous les patients diabétiques ont une maladie hépatique évoluée? Mais on serait très mal parce que la prévalence du diabète en France en 2021 était de 6%, correspondant à 4 millions, plus de 4 millions de patients. Donc, bien sûr, la majorité étaient des patients qui avaient un diabète de type 2. Mais à cette question a répondu l'étude basée sur la cohorte Constance entre 2012 et 2018. Plus de 100 000 patients, sujets ont été inclus dans l'analyse et la prévalence de la MASLD ajustée était de 18,2%, correspondant à 8 500 000 patients. Mais uniquement le 2,5%, correspondant à 221 000 patients, avaient une fibrose significative. Dans cet histogramme, vous voyez quelle est la prévalence en fonction du sexe, avec une augmentation, bien sûr, avec l'âge. Et dans l'histogramme à votre droite, vous voyez quelle est la prévalence de la MASLD en fonction des facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? L'obésité, le diabète de type 2 et les transaminases élevées. Dans la même étude, quand on s'est intéressé aux facteurs indépendants de fibrose significative, eh bien, on retrouve l'âge, les sexes masculins, le diabète de type 2 et les transaminases élevées. Et vous, comme vous pouvez les voir, quand on n'est pas obèse, on n'a pas de diabète et on n'a pas de transaminase élevée, on a un risque de 0,3% d'avoir une fibrose significative. Alors que quand on combine les trois facteurs de risque, eh bien, le risque d'avoir une fibrose évoluée est de 14%. Une autre belle étude qui a bien documenté la prévalence de la MASH et de la fibrose significative dans la population diabétique est cette étude française portant sur la cohorte QUID-NASH, qui est une étude prospective multicentrique française entre 2018 et 2021.
713 patients ambulatoires atteints de diabète de type 2 ont été inclus, dont 330 patients ont été biopsiés quand ils avaient des ALAT supérieurs à 20 pour les femmes et supérieurs à 30 pour les hommes et qui n'avaient pas d'autres maladies hépatiques. Et comme vous pouvez le voir, la barre rouge vous montre la prévalence de la MASH chez ces patients était d'environ 60%. Et quand on s'intéressait par contre aux patients qui avaient une fibrose significative, eh bien elle était de 38%. Quand on s'est intéressé aux facteurs de risque indépendants de MASH et de fibrose évoluée, on trouve pour les premiers les transaminases élevées et les comorbidités métaboliques comme l'hypertension, la dyslipidémie et l'hypertriglycéridémie et la circonférence abdominale. Par contre, la circonférence abdominale et la dyslipidémie en termes d'hypo-HDL, on la retrouve dans les facteurs de risque de fibrose significative. Plus ou moins les mêmes données, on les retrouve dans une étude précédemment publiée, une étude suédoise des populations entre 1998 et 2012, où plus de 400 000 personnes atteintes de diabète ont été incluses et plus de 2 millions des témoins en contrôle. Et le critère de jugement principal était le développement d'un CHC, d'une cirrhose, d'une décompensation de la cirrhose ou bien sûr d'insuffisance hépatique et des décès. Et le risque de la progression de la maladie hépatique était accru chez les patients diabétiques avec un Alzheimer ajusté de 2,3. Et quand on s'intéressait aux facteurs de risque indépendants de progression de la maladie hépatique, eh bien on retrouve l'âge, le sexe, l'hypertension, donc les comorbidités métaboliques, hypertension et obésité, et les atteintes d'organes du diabète, donc la microalbuminurie et la fonction rénale. Plus ou moins les mêmes données, on les retrouve dans cette autre étude anglaise des populations entre 2006 et 2010, portant sur 23 000 participants à la biobanque britannique ayant un diabète de type 2. Et les critères de jugement étaient toujours les mêmes, la progression de la maladie hépatique. Et vous voyez dans cette belle figure avec l'Alzheimer représenté en haut, que la baisse des plaquettes, la microalbuminurie, les facteurs génétiques, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypoalbuminémie et l'augmentation des transaminases, eh bien, étaient des facteurs de risque indépendants d'évolution de la maladie du foie. Et quand on s'intéresse aux patients diabétiques, il ne faut pas oublier le contrôle du diabète. Dans cette belle étude qui commence à dater sur une cohorte de vétérans entre 2004 et 2008, 86 000 sujets diabétiques avec une masse ont été suivis pendant 10 ans. Il y avait 524 carcinome hépatocellulaire incident. Et vous voyez que les complications du diabète, un diabète mal contrôlé ou la combination de la thérapie et du traitement par insuline, metformine ou insuline, metformine et sulfonylurea étaient des facteurs de risque indépendants de progression vers le carcinome hépatocellulaire. Et pour finir, comme je vous ai dit au début, il ne faut pas oublier les comorbidités hépatiques. Dans cette étude rétrospective qu'on a fait à Cochin en collaboration avec la Pitié-Salpêtrière, bicentrique, menant sur 52 000 patients entre 2010 et 2018 et des patients qui étaient diabétiques et étaient hospitalisés, nous avons toujours évalué l'évolution de la maladie hépatique en termes de survenue du CHC, de cirrhose et de décompensation de la cirrhose. Eh bien, on a démontré que dans les 55% des cas, les patients diabétiques qui progressaient leur maladie hépatique étaient des patients qui avaient des troubles de l'usage de l'alcool. À l'analyse multivariée, vous voyez que quand on avait vraiment une maladie hépatique liée au trouble de l'usage de l'alcool, on avait un risque relatif ajusté de 55 fois de développer une complication hépatique. Également, quand il y avait des troubles de consommation de l'alcool sans maladie hépatique, il y avait un surrisque hépatique et on retrouvait l'obésité et bien sûr les autres hépatopathies chroniques. Donc, j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée. Ça s'est bloqué.
au début. Donc, quels sont les patients diabétiques à risque de progression de la masse? Eh bien, ce sont les patients qui ont des comorbidités métaboliques. On a vu l'hypertension artérielle, l'obésité, la dyslipidémie, qui ont des perturbations du bilan hépatique et des comorbidités hépatiques. Nous avons vu la maladie liée au trouble de l'usage de l'alcool et des patients qui ont des diabètes non contrôlés. Alors que les patients qui n'ont pas de comorbidités, qui ont un bilan hépatique normal, qui n'ont pas de comorbidités hépatiques et qui ont un diabète contrôlé, ils sont plus à risque de stéatose sans maladie évoluée du foie. Et pour finir, j'aimerais bien remercier le groupe AFF-SFD, une belle collaboration entre diabétologues et hépatologues auquel j'ai la chance de faire partie. Merci. Alors, on a le temps pour une ou deux questions, si vous voulez bien. Merci, Lucia, c'était super comme introduction du sujet. Moi, j'ai une question. Je sais que tu as fait un peu de recherche fondamentale aussi, il me semble, chez Catherine Poustic à Paris. Finalement, ce que tu nous dis, pour résumer un peu ce que tu as dit, c'est que c'est l'insulinorésistance plus que la glucotoxicité, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, qui est la plus néfaste pour le foie. Oui, au niveau physiopathologique, c'est surtout l'insulinorésistance avec la libération d'acides gras non estérifiés, des espèces toxiques lipidiques qui arrivent au foie et qui déterminent l'inflammation et la progression de la maladie du foie, notamment la fibrose. Oui, effectivement. Moi, j'ai une autre question. Merci, Lucia, pour cette très belle overview. Qu'en est-il de la durée du diabète et du contrôle du diabète? Parce qu'en fait, quand on regarde dans la littérature, la relation avec l'hémoglobine glyquée, elle n'est pas si évidente que ça. Et nous, dans Quid-Nash, on pensait en trouver une, et il n'y en avait pas finalement. Dans l'étude que je vous ai présentée, il n'y avait pas trop la durée du diabète, mais plutôt les complications et le mauvais contrôle du diabète. Il y avait une hémoglobine glyquée supérieure à 7, était un facteur de risque de progression de la maladie. Donc moi aussi, dans les études que j'ai regardées, ça sortait pas la durée, mais plutôt les complications et la combination de l'insuline avec la metformine ou les sulfonyluréas. Et l'âge sort, mais l'âge, forcément, parce que il y a une collinéarité avec la durée du diabète. Hein. Tout à fait. Si les patients sont plus âgés, ils ont un diabète plus ancien. Donc la durée d'exposition, on a une question. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce topo qui est très très clair. Deux questions. La première, puisque l'insulinorésistance, c'est quand même l'un des paramètres les physiopathologiques les plus importants, mieux que l'hémoglobine glyquée, est-ce que le score de HOMA n'est pas plus utile en pratique courante pour évaluer ou identifier ces patients? Et deuxième question, quel est le marqueur de dyslipidémie le plus pertinent pour toi dans l'identification et le suivi de ces patients? Est-ce que c'est l'hypo-HDL? Alors, pour ce qui concerne l'Omandex, je suis d'accord avec vous. Je l'ai fait presque systématiquement chez mes patients, mais je sais que les diabétiques, les diabétologues n'aiment pas trop ça. C'est pas utilisé en pratique courante. C'est utilisé dans des essais cliniques et nous, au moins, je pense que les hépatologues aiment bien l'utiliser quand on a des transaminases élevées, un peu de stéatose, un patient qui n'est pas diabétique encore, qui n'est pas dyslipidémique, mais qui a quand même une insulinorésistance parce qu'il est surpoids. Donc la réponse est que non, c'est pas utilisé en pratique clinique, mais plutôt dans des essais cliniques. Et les essais, l'étude que je vous ai montrée, c'était une étude où c'était pas la population générale. Donc les patients étaient inclus et on calculait l'Omandex. Mais je suis d'accord avec vous que c'est un bon facteur qui nous dit vraiment le risque aussi d'un patient de développer un diabète dans les futurs. Pour répondre à la deuxième question que j'ai oubliée, c'était les mots. Alors oui, la dyslipidémie, donc ce qui sort quand je fais la réévaluation de la littérature, c'est l'hypertriglycéridémie, qui est aussi un facteur indirect de mauvais contrôle du diabète, et l'hypo-HDL. L'augmentation des LDL, ça sort pas beaucoup pour les facteurs, ça sort pour les facteurs cardiovasculaires, mais pas pour le foie. Très bien, merci beaucoup, Lucia. Merci.